Bien. Donc, dernier exposé, c'est donc Michel Pack qui va illustrer à partir de ces nouvelles imageries comment on peut revisiter la physiologie et la physiopathologie, en particulier vasculaire dans la rétine. Donc de nouveau de l'imagerie, mais avec cette idée que les images servent à comprendre et donc insister sur la compréhension des maladies et de la normalité. Merci, José Sahel, de m'avoir invité à parler de ce sujet qui m'est cher. C'est l'application des technologies de haute résolution à la compréhension des maladies de la rétine. Donc, je voudrais partager avec vous quelques observations que l'on a pu faire qui illustrent bien, je crois, l'apport des technologies de haute résolution à la compréhension des maladies de la rétine et même au-delà, qui peuvent proposer des nouveaux concepts pour la physiologie et même pour la médecine en général. Comme l'a indiqué José Sahel, il y a une certaine similarité de fonction et de structure entre l'œil et le cerveau, et je voudrais à mon tour insister là-dessus, qui se situe à plusieurs niveaux. Bien sûr, les deux organes comportent des neurones et des cellules gliales, ainsi que des vaisseaux hautement spécialisés, qu'on ne rencontre d'ailleurs que dans le cerveau et dans la rétine, mais également un certain nombre d'autres structures ont leur symétrique dans la rétine, ce qui montre tout l'intérêt potentiel qu'il y a à étudier finement les structures oculaires pour mieux comprendre certaines pathologies, en particulier cérébrales. Les observations donc, que je vais vous présenter sont relatives à quatre ensembles d'observations. Donc, d'une part, l'étude du phototropisme des cellules rétiniennes, c'est-à-dire l'orientation des photorécepteurs en fonction de l'incidence de la lumière. L'étude de la vasomotricité locale et des interactions artério-veineuses. Je vais ensuite vous montrer quelques éléments de ce qu'on peut observer quand on s'intéresse à la dynamique cellulaire des maladies chroniques. Et enfin, quelque chose de complètement nouveau, c'est la découverte récente d'une circulation paravasculaire de certaines cellules. Certaines de ces observations ne sont pas encore publiées, et la dernière en particulier était présentée pour la première fois. Donc, tout d'abord, le phototropisme. Alors, on vous a parlé, José Sahel vous a parlé du fait que la lumière réfléchie par les photorécepteurs peut varier en fonction de l'angle d'incidence de celle-ci. Donc, voici une image obtenue par optique adaptative de la mosaïque des photorécepteurs. Ici, on est au centre de la fovea. Donc, dans le centre, on ne voit pas grand-chose, mais en périphérie, on voit bien les points blancs correspondant chacun à un seul photorécepteur. Et lorsque l'on fait varier l'angle d'incidence de la lumière, on va prendre schématiquement trois incidences qui sont répétées tout au long de l'exposé. Vous avez une incidence centrale ici, une à gauche, une à droite. Vous pouvez observer, si vous faites une vidéo par exemple, l'apparition progressive de la réflectance des cônes, voilà, à peu près au milieu de la séquence. Au début, on ne voit rien, puis on voit apparaître ces points blancs, alors que la résolution de l'ensemble n'a pas changé. Ce qui montre bien que c'est une apparition sélective des cônes, ce n'est pas une question de résolution. Donc ceux-ci ont un angle de réflectance, un angle d'acceptance ou de réflectance, qui est relativement étroit et c'est spécifique des cônes. Cette propriété peut également être mise en évidence par tomographie de cohérence optique, et là encore, si on fait une animation avec plusieurs coupes OCT prises à des angles d'incidence différents, l'angle peut être estimé par la variation du reflet fovéolaire que vous voyez ici. La normale à ce reflet vous donne une idée de l'angle de la lumière incidente. Et différentes structures voient leur réflectance varier. La plus évidente est ici la structure correspondant aux axones des photorécepteurs. Donc tous les photorécepteurs remplissent tout cet espace ici, et chacune de ces bandes correspond à une structure particulière du photorécepteur. Alors, ce n'est pas nous qui avons découvert cet effet. Ça fait presque un siècle que cet effet a été découvert par un Anglais, Walter Stiles. Et ça s'appelle donc l'effet Stiles-Crawford. Ça a été d'abord détecté fonctionnellement, c'est-à-dire que la lumière perçue par un sujet est d'autant mieux identifiée que la lumière passe par le centre de la pupille, la même lumière passant par la périphérie de la pupille, mais atterrissant sur le même photorécepteur, sera moins bien perçue par le sujet. Cette propriété prédomine dans les cônes, c'est-à-dire que ceux-ci ont un angle d'acceptance ou de réflectance, c'est la même chose, plus étroit que celui des bâtonnets qui, globalement, acceptent la lumière d'où qu'elle vienne. Et cet effet a d'abord été mis en évidence fonctionnellement. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas des technologies d'imagerie dont on dispose aujourd'hui, mais on sait qu'il y a une propriété symétrique que l'on peut mettre en évidence en imagerie de différentes manières. Et la découverte de l'effet Stiles-Crawford a également permis de montrer que les photorécepteurs ont un phototropisme, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers là d'où vient la lumière, en l'occurrence, dans un œil normal, le centre de la pupille. Alors,
on a disposé d'une caméra d'optique adaptative depuis 5 ou 6 ans, je crois. Et au fil de l'expérience clinique, on a été amené à trouver des choses assez intéressantes, comme par exemple le fait que la mosaïque des cônes, que l'on voit ici au centre de la macula, n'a pas du tout le même aspect si on va en périphérie. Il s'agit d'un œil normal. Donc chez les sujets normaux, les cônes sont bien visibles sous la forme de ces points blancs lorsqu'on lorsqu'on fait une imagerie de la macula, mais quand on est en périphérie, très souvent, c'est le contraire qu'on observe. On a l'impression que c'est une mosaïque noire sur fond blanc. C'est ce qu'on a appelé la mosaïque négative. Alors on a tout de suite été intrigué par le fait que ce qu'on voyait ici semblait correspondre à ce que l'on voit lorsqu'on place une rétine sous microscope avec la coexistence des cônes, un peu plus gros ici, et des bâtonnets donc, qui entourent l'espace entre les cônes. Et c'est un peu l'impression que l'on a quand on observe cette image, qu'il y a à la fois les bâtonnets visibles indiqués par les flèches et le centre vide qui devrait théoriquement correspondre à un cône. On peut observer cet effet sur une seule image, lorsqu'on est entre la périphérie et le centre, lorsqu'on est dans une zone un peu intermédiaire. On peut avoir la coexistence d'une mosaïque négative sur la même image et d'une mosaïque positive. Et si on agrandit les zones étagées qui passent à travers la frontière entre mosaïque positive et négative, on peut deviner une transition d'un cône peu réflectif, un cône un peu plus gris clair, et enfin un cône plus franchement hyper réflectif, alors que le fond, lui, n'a pas vraiment changé. Alors la résolution du système fait qu'il est difficile d'affirmer qu'il s'agit bien des bâtonnets, mais c'est très probablement le cas, surtout sur cette image où on devine qu'il s'agit de structures rondes et non pas un fond continu. Donc nous avons voulu aller plus loin et déterminer si effectivement tous ces points noirs vus dans la mosaïque négative étaient effectivement le signe de la présence, le signe de l'indicateur de la présence d'un cône. Donc pour ce faire, nous avons fait des images à des incidences différentes de la même zone de la rétine, superposé les images de façon extrêmement précise. Et voilà l'animation. Je vais vous agrandir la zone en question. Et là, vous voyez que ces points noirs sur une image paraissent plus sombres et sur une autre image paraissent plus clairs, en particulier si je vous aide un peu pour identifier certains de ces points. Donc on a été amené à la conclusion qu'une mosaïque négative représente en fait l'inverse, c'est-à-dire que les points noirs, c'était les stylos en quelque sorte dans lesquels se trouvaient les cônes. Et si on reprend le schéma de l'effet Stahl-Crawford, on peut comprendre que si on se place dans une lumière qui est parfaitement coaxiale au photorécepteur, vous avez la lumière venant des cônes qui va prédominer sur celle venant des bâtonnets. Mais dès que vous vous éloignez, que vous sortez de la courbe de Gauss de la réflectance d'un cône, vous aurez la lumière venant des bâtonnets qui va prédominer sur celle des cônes, qui va devenir beaucoup moins importante, voire négative. Donc cela nous a amené à reconsidérer la façon de compter les cônes, parce qu'on trouve cet effet de façon assez importante chez le sujet normal, et il est probable qu'il va falloir, pour obtenir un comptage des photorécepteurs le plus vrai possible, qui s'approche de l'histologie, il faut compter les cônes dans les différentes incidences, fusionner toutes ces cartes pour en tirer des informations qui peuvent concerner l'orientation des photorécepteurs, ou aussi le nombre d'images, autrement dit l'angle d'acceptance d'un cône. Donc cette approche permet d'abord de corriger le tir en ce qui concerne la quantification des photorécepteurs, mais également d'extraire des informations intéressantes médicalement. Alors cet effet Stahl-Crawford est aussi décelable en OCT. Je dois avouer que longtemps on a été intrigué par les variations de la réflectance de certaines structures de l'OCT. Ici, un sujet normal chez qui on a pratiqué 2 coupes. Et pendant longtemps, on avait observé cet effet sans pouvoir l'expliquer. Et malheureusement, on n'a pas été les premiers à publier qu'il s'agissait bien d'un effet Stahl-Crawford. Et on a été grillé sur cet aspect-là, malheureusement. Et ça ne nous a pas empêché ensuite de continuer à travailler pour établir des cartes d'anisotropie, autrement dit des cartes qui récapitulent les variations de la réflectance des structures rétiniennes. Ici, en blanc, sont représentées les zones qui ont la plus grande variation de réflectance avec l'orientation de la lumière. Et ici, on superpose l'OCT standard plus et la carte d'anisotropie qui permet d'identifier les zones pour lesquelles la variation de réflectance est la plus importante en fonction de l'angle d'incidence. Et on va particulièrement s'intéresser à ces structures-ci parce que ce sont les structures de la rétine qui reçoivent la lumière, donc les structures photoréceptrices à proprement parler, les segments externes. Et la ligne qui présente la plus forte variation, c'est la ligne qu'on appelle COST en abrégé, qui est le Cone Outer Segment Tip,
autrement dit l'extrémité du segment externe des cônes. Voici une autre façon de dire la même chose. L'image en optique adaptative montrant l'alternance de mosaïques positives et négatives. La même zone vue en OCT, ce qui explique un peu la qualité limitée de l'OCT par rapport aux belles images que vous avez vues dans la présentation d'Alain Gaudric, c'est que là, on a dû aller un peu plus loin en périphérie et faire des images sur des angles correspondant à celles pour lesquelles on voit la mosaïque positive et négative, pour identifier la correspondance entre ce que l'on voit en OCT et ce que l'on voit en optique adaptative. Donc, on a mis au point une procédure permettant d'extraire une carte d'anisotropie à partir des images prises à différents angles en OCT. Donc ici, la coupe unique, la coupe de fusion, c'est donc la somme de 3 coupes faites avec l'OCT. Vous voyez d'ailleurs, il y a 3 reflets foveolaires montrant bien qu'il s'agit d'une carte de fusion, et enfin l'image différentielle qui met en évidence les zones présentant la plus grande variabilité. Donc ça, c'est une coupe normale, un sujet normal, pardon. Ici, l'illustration de l'intérêt de cette approche pour certaines pathologies. La coupe standard paraît normale, la striation des segments externes est tout à fait préservée, l'image de fusion est a fortiori encore plus normale, et c'est l'image différentielle qui permet en fait de comprendre qu'il y a des variations assez importantes, focales, de la réflectance des photorécepteurs qui explique sans doute pour une part la baisse d'acuité visuelle ressentie chez ce patient malgré la guérison de sa maladie. Donc, à partir de ces informations de carte d'anisotropie, il faut maintenant comprendre quelle est l'information qu'on peut en extraire. Il y a deux grands types, deux interprétations qu'on peut proposer pour ces informations sur l'anisotropie des photorécepteurs. C'est que, d'une part, s'il y a une anomalie sur la carte d'anisotropie, c'est que les photorécepteurs sont désorientés, comme un champ de blé dans lequel les épis sont tous présents, mais ne sont pas tout à fait ordonnés parallèlement. Une autre explication pourrait être que c'est l'angle d'acceptance lui-même qui est diminué. Donc ils sont orientés correctement, mais dès qu'on s'écarte de l'axe optique, la luminosité du photorécepteur va s'effondrer, donnant la fausse impression qu'il est absent. Donc on est en train d'établir une grille de lecture sur laquelle je vais passer assez rapidement, mais qui utilise la comparaison des 3 coupes en OCT, ici limitée à la segmentation externe des photorécepteurs. Chez un sujet normal, une atténuation de cette ligne dont je vous parlais tout à l'heure, la COST, un peu à droite, un peu à gauche, mais au centre, elle a une réflexion similaire aux autres bandes. Dans le cas d'une désorientation des photorécepteurs, on devrait en théorie avoir un photorécepteur qui pointe un peu à droite ou un peu à gauche. En l'occurrence, on va dire qu'il pointe du côté gauche, ce qui fait qu'au centre, il sera un peu plus gris, donc un peu moins réflectif. De l'autre côté, il sera carrément noir, parce qu'on est en dehors de la coupe de Gauss, et par contre, si sur la coupe de gauche, on verra par contraste une réflectance augmentée ici et diminuée de chaque côté. A l'inverse, s'il s'agit de cette situation-ci, on devrait avoir sur la coupe coaxiale une réflectance normale et un effondrement de cette réflectance dès qu'on s'éloigne de l'axe optique. Alors, on n'a pas pu trancher en raison des limitations technologiques de nos systèmes qui ne sont pas faits pour ça. Ça le sera bientôt, j'espère. En tout cas, on a pu identifier certains cas, et en particulier un cas de McTell, la maladie dont vous parlez Alain Gaudric à la fin de sa présentation, pour lequel on peut affirmer qu'il y a effectivement une désorientation des photorécepteurs. Alors ça se passe ici. Sur cette animation, vous avez les 3 images successivement placées l'une après l'autre, et la flèche indique là où la réflectance est la zone sur laquelle la réflectance est maximale. Ces 3 coupes sont montrées ici, le centre à gauche et à droite, et là vous voyez l'alternance de pics de réflectivité maximale pour cette partie-ci de la lésion sur cette image, et c'est l'opposé pour l'autre côté. Et donc nous avons l'interprétation que je vous proposais tout à l'heure peut être schématisée comme ci. Ici, le photorécepteur qui pointe vers la gauche, là, les photorécepteurs qui pointent vers la droite. Donc nous sommes probablement dans ce cas de figure ici, avec des photorécepteurs qui pointent en direction opposée, au milieu d'autres photorécepteurs qui, eux, pointent de façon tout à fait normale. Et donc, je pense que c'est le premier cas pour lequel on peut affirmer qu'il y a effectivement une désorientation des photorécepteurs. Et c'est important parce que ça contribue probablement à la perte de vision chez ces patients. Le photorécepteur qui n'est pas axé vers la pupille a probablement une sensibilité réduite. Et donc, pour étudier plus finement ce type de phénomène, il serait intéressant évidemment d'avoir des systèmes dédiés. C'est ce que nous nous attachons à faire avec Serge Mémon en particulier. Un deuxième concept que je vais vous proposer, c'est l'intérêt de l'imagerie à haute résolution pour étudier des phénomènes microvasculaires qui, à ce jour, n'ont pas été vraiment clairement décrits.
Comme vous l'a montré José Sahel, l'imagerie par optique adaptative permet d'observer des détails extrêmement fins de l'anatomie des vaisseaux, en particulier la paroi des vaisseaux, qu'on va voir ici en plus fort grandissement. Ça correspond à cette bande grise que vous voyez, la partie noire correspondant aux globules rouges. Par-dessus le cylindre des globules rouges, vous avez un reflet qui n'a pas de signification particulière, en tout cas à ma connaissance, bien que certains estiment que c'est aussi un indicateur de la structure de la paroi vasculaire, mais on ne va pas s'intéresser à ça, c'est plutôt à la paroi vasculaire auquel on s'est intéressé. Alors, l'observation des vaisseaux est très riche en termes sémiologiques. Vous avez différentes choses que vous pouvez voir, l'enchevêtrement des artères et des veines, les irrégularités de calibre artériel, et puis, à partir de logiciels développés, encore une fois, par Florence Rossor et Isabelle Bloch, on a pu y faire un certain nombre de travaux sur la morphométrie des bifurcations. C'est une thèse en cours de Jonathan Benesti, montrant que la distribution des flux sanguins obéit à une loi mathématique. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons montré, mais ce que l'on a pu montrer, parce que grâce à la précision de la technique, certaines maladies étaient caractérisées par une désorganisation de cette distribution de flux sanguins. Avec l'aide de Caroline Culsat et de Guy Le Benray, on commence à étudier les pulsations du fond d'œil, les pulsations des vaisseaux en fonction du cycle cardiaque. Et également, je parlais de vasomotricité locale. En voici un exemple. C'est un vaisseau, c'est un sujet qui a, je crois, un accident vasculaire cérébral, chez qui nous avons détecté un rétrécissement focal du vaisseau que l'on a vu, avec l'amélioration des symptômes, revenir à la normale. Et ça nous a conforté dans l'idée que toutes les irrégularités de calibre des artères sont en fait des vasoconstrictions focales. Donc ça, déjà, c'est notre premier élément important, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. C'est plutôt sur un autre élément, qui sont les croisements artério-veineux. Alors, dans le fond d'œil, les artères et les veines se croisent régulièrement. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune anomalie de trajet d'un vaisseau ou de l'autre à l'occasion de ce croisement. Et parfois, avec l'âge, je ne vous dirai pas à quel âge ça commence parce que ça va en déprimer certains d'entre vous, on peut voir des anomalies des calibres des veines lors de leur passage à proximité d'une artère. Voici un exemple ici. Alors, dans l'immense majorité des cas, et là je vous rassure, ça n'a aucun effet sur la vision. La rétine se débrouille très bien pour faire passer le flux d'une façon ou d'une autre. Mais dans certains cas, ça peut entraîner une occlusion veineuse rétinienne, maladie à laquelle je m'intéresse tout particulièrement. Donc vous voyez ici, toutes ces hémorragies sont en raison de la présence d'un croisement artério-veineux ici pathologique. Le sang veineux ne peut plus passer par là, et donc il y a un embouteillage de la circulation. Alors c'était le croisement artério-veineux était quelque chose d'assez, on va dire, on peut le dire, un peu négligé, voire méprisé comme étant un simple signe de dégénérescence, de vieillissement, sans intérêt scientifique particulier. Très peu de travaux en fait se sont intéressés à ce qui se passe quand une artère passe par-dessus une veine et pourquoi est-ce que la veine présente un trajet anormal. Il y a juste un travail assez considérable d'un histologiste allemand du siècle dernier qui a soigneusement découpé en rondelles des croisements artério-veineux humains et pu observer que en fait, l'interaction entre l'artère et la veine résultait probablement d'une tierce partie, d'un tissu surnuméraire qui médiait l'interaction artéro-veineuse. Alors, malheureusement, cet auteur n'a pas publié ses articles dans les journaux. Il a écrit un livre que j'ai beaucoup de mal à trouver, c'est Aurélie Broly, un de nos assistants qui a pu trouver le livre, me le fournir, et enfin, j'ai pu le lire en détail pour savoir si ce qu'il a observé, est-ce que c'est observable en optique adaptative. Alors, le problème de l'approche par imagerie de ce type de lésion, c'est qu'on ne peut pas voir derrière l'artère, alors que c'est derrière l'artère que ça se passe. Donc, on a été amené à identifier des patients qui présentaient des anomalies veineuses à proximité des artères sans qu'il s'agisse véritablement d'un recouvrement de l'artère et la veine. Donc, pas un vrai croisement, mais quelque chose qui ressemble beaucoup tout de même à un signe du croisement, des anomalies veineuses tout à fait caractéristiques. Et donc, en faisant une imagerie par optique adaptative chez ces patients, on s'aperçoit qu'en fait, dans tous les cas que je vous montre là, il n'y a pas de contact direct entre l'artère et la veine. On peut voir la paroi de l'artère qui n'entre pas en contact avec la lumière de la veine, alors que cette veine est ici, comme vous le voyez, par exemple, sévèrement rétrécie. Donc, ce n'est pas un phénomène mécanique d'écrasement de l'artère par la veine, c'est véritablement une interaction artério-veineuse. Une interaction artério-veineuse qui est responsable de cette lésion et qui correspond très probablement à la lésion décrite ici
par Seitz dans les années 60. Donc, vous voyez que l'imagerie des vaisseaux apporte de nouveaux concepts intéressants qui dépassent l'ophtalmologie, parce que cette interaction artério-veineuse, on peut imaginer qu'elle existe également dans le cerveau. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas la cause de certains accidents vasculaires cérébrales? Je pense que la question reste ouverte. Même chose en ce qui concerne les vasoconstrictions focales. Là aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut expliquer certains incidents qui survenant dans le cerveau, par exemple. Donc, cette petite image pour vous illustrer l'interaction artério-veineuse, voilà l'artère qui embrasse de force la veine, et c'est ça le vrai mécanisme, je crois, du croisement artério-veineux pathologique. Troisième observation, ça concerne la dynamique cellulaire des maladies chroniques, et en particulier de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, je travaille beaucoup avec Florian Saint-Laube de l'Institut de la Vision pour tenter de comprendre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, en tout cas dans sa forme sèche. Donc, c'est une maladie chronique, très sévère, qui pour l'instant n'a pas de traitement vraiment efficace dans sa forme sèche. Il a été suggéré que l'inflammation joue un rôle prépondérant dans cette maladie, ce qui veut dire implication de médiateurs inflammatoires, mais aussi de cellules. Et l'histologie, entre autres détails, montre que des cellules pigmentées, que vous voyez ici par exemple, sont assez répandues, sont dispersées dans la rétine, la nature de ces cellules restant cependant assez incertaine. Alors, on a évoqué également la possibilité qu'il s'agisse soit de cellules de l'épithélium pigmentaire, soit de macrophages. La question reste encore ouverte. Alors, que peut apporter l'optique adaptative comme connaissance en ce qui concerne la dégénérescence maculaire liée à l'âge? D'abord, il faut savoir que c'est un outil inestimable pour observer le pigment, la mélanine dispersée dans la rétine. Alors, ça a été la première constatation qu'on a pu faire. Comparé aux techniques classiques d'imagerie, l'optique adaptative permet une caractérisation bien plus fine de la dispersion de mélanine, qui est en fait quelque chose d'universel dans les démélas. Si on se donne les moyens d'avoir une bonne résolution, on s'aperçoit que toutes les formes de démélas, en particulier les formes atrophiques, sont caractérisées par une dispersion généralisée de mélanine. Donc la question qui se pose après, c'est est-ce que cette mélanine, ce sont de simples débris ou ce sont véritablement un marqueur cellulaire, ce que j'aimerais croire. Alors là, je vais vous montrer une vidéo d'un patient qu'on a suivi tous les mois. Il avait une dégénérescence maculaire atrophique, on va s'intéresser à cette zone-ci. On l'a suivi en faisant une image par mois dans la même zone, et vous allez voir que la petite flèche va vous faire suivre un grain de mélanine qui se promène. Donc un grain de mélanine qui se promène, pour moi, ce n'est pas un débris, c'est forcément quelque chose accompagnant une cellule. Donc d'où a émergé l'idée que tous ces points de mélanine sont en fait intracellulaires, et donc nous disposons de marqueurs du déplacement cellulaire. On ne peut pas faire d'extrapolation sur la nature de la cellule. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça bouge, et que ça bouge beaucoup, et que voici un autre cas qu'on a suivi à peu près toutes les 3 semaines, et vous voyez ici l'atrophie de l'épithélium pigmentaire qui augmente. Ça, c'est l'évolution de la maladie, mais alors observez ce qui se passe également dans la rétine qui n'est pas encore affectée par l'atrophie. Beaucoup de choses bougent, les cellules bougent. Regardez aussi la bordure pigmentée ici, elle bouge avec la progression de la maladie. Donc la progression de l'atrophie est associée à une migration cellulaire de cellules pigmentées, peut-être des cellules non pigmentées également, mais en tout cas on peut objectiver le fait qu'il s'agit de migration de cellules pigmentées. Alors à partir de là, on peut se demander quel est le rôle de ces cellules pigmentées. Est-ce que ce sont de simples nettoyeurs des cellules mortes ou est-ce qu'elles jouent un rôle actif? On est encore en train de dépouiller nos données parce que maintenant nous recrutons des patients qui viennent dans le service toutes les semaines, voire tous les jours, pour faire une imagerie par optique adaptative pour tenter d'identifier, de caractériser les mouvements cellulaires et tenter d'identifier des corrélations plus fines entre la progression et cette migration cellulaire. Voici un exemple ici dans lequel on peut observer une expulsion de cellules pigmentées dans les dernières images. Vous voyez des cellules qui semblent sortir de la zone atrophique ici. Un autre, c'est sur cette vidéo, si elle passe. Sur cette autre vidéo, il y a un phénomène sans doute encore plus intéressant, c'est que vous voyez, ici on est dans la fovea, donc c'est une lésion juste à côté de la fovea. Je rappelle que l'image mesure 1 mm par 1 mm. Et vous voyez une progression de cette zone. La progression semble maximale dans cette partie-ci de la lésion. Et c'est justement la partie de la lésion dans laquelle vous observez une bordure pigmentée qui semble progresser avec la lésion, comme si les cellules pigmentées accompagnaient le développement de la lésion. Voici une autre illustration ici.
La fovea est ici, vous voyez l'échelle ici, la fovea est là, une patiente que nous avons suivie toutes les semaines, une zone d'atrophie que l'on voit augmenter progressivement sur une période d'environ 3 mois. Et vous voyez, les flèches ici montrent des points de pigment, donc des cellules pigmentées qui progressent là encore au même rythme que l'atrophie elle-même. D'autres cellules semblent présenter les mêmes propriétés. Donc on s'est demandé s'il s'agissait en fait de macrophages qui, au chemin faisant, pendant leur progression, ingéraient ou tuaient ou phagocytaient des cellules de l'épithélium pigmentaire, ce qui les chargeait en pigments. Et donc, c'est ce que j'ai suggéré à Florian, de s'intéresser plus particulièrement aux cellules pigmentées bordant les lésions d'atrophie géographique, parce que probablement que ces zones sont celles à progression la plus rapide. Et donc, peut-être qu'on pourrait identifier une interaction spécifique qui mène à la dégénérescence des cellules neuronales dans le cadre de cette pathologie. Et enfin, dernière observation que je voulais partager avec vous, c'est la révélation d'une circulation paravasculaire de cellules inflammatoires. Alors, ce cas m'a été fourni par le Dr Faure, qui a suivi un jeune patient qui présentait, là encore, une occlusion veineuse rétinienne, décidément on n'en sort pas, qui est révélée par la présence de ces hémorragies ici, et sans doute d'un œdème de la rétine. Grâce aux bons soins du Dr Faure, donc, le patient a guéri, récupéré une bonne vision. Et on s'est intéressé également à la détection d'anomalies dans l'autre œil, ce qui n'était pas le cas lors du premier examen. Les examens successifs sont pratiqués, montrant simplement l'apparition d'une hémorragie ici, mais rien de plus. Cependant, notre attention a été attirée par un détail qui était la présence de cette opacité blanchâtre ici, qui curieusement n'était pas située au même endroit sur l'image ultérieure. Donc on a eu l'idée de regrouper toutes les images faites par ce patient. Alors ce n'est pas l'image à haute résolution, je suis désolé, cette présentation ne devrait pas en fait être ici, mais c'est pour vous montrer que même avec des technologies classiques d'imagerie, on peut encore découvrir des choses nouvelles au fond d'œil. Et voilà l'animation résultant de la combinaison de toutes ces images. Et regardez ce qui se passe ici. On le voit également ici, et on peut le deviner également ici. Je vais vous faire un agrandissement, et la flèche va vous montrer qu'il y a bien quelque chose, je pense que c'est raisonnablement, on peut penser que c'est une cellule, qui progresse au fil des mois, donc les images sont faites sur environ 3 mois, qui progresse au fil des mois le long de cette veine. Il n'y a rien le long des artères, c'est uniquement le long des veines qu'on peut observer ce type de migration. Un autre cas, alors on a été amené ensuite à identifier d'autres cas présentant des anomalies similaires. Vous voyez ici le long de la veine la progression de ces points blancs, donc de ces cellules, le long de la veine qui se fait cette fois-ci dans le sens contraire au courant. Vous voyez que toute la veine est affectée par la présence de ces cellules. Et il y en a également quelques-unes ici et là, qui progressent cette fois-ci dans l'autre sens apparemment. Encore un exemple pour vous convaincre que ce n'est pas un cas unique. Ces cas ont été identifiés dans les 3 derniers mois. Le long de la veine temporale inférieure de notre patient, vous voyez ces points blancs, on en devine quelques-uns ici, qui progressent. Les séquences sont très courtes, je suis désolé, mais on peut quand même clairement voir qu'il y a une progression de ces lésions. Donc on a identifié une migration paravasculaire uniquement autour des veines, avec une vélocité allant jusqu'à 20 microns par jour, dans les deux sens, contre et avec le courant. Évidemment, ça nous a fait soulever beaucoup plus de questions que ça n'en a résolu. À vrai dire, ça n'a résolu aucune question pour l'instant. Et la première question, c'était où sont situées ces cellules? Alors, elles sont situées probablement autour des vaisseaux. Ça paraît évident quand on regarde les images, mais il faut quand même le prouver. Alors, une des indications pour démontrer leur localisation extravasculaire, c'est d'observer, par exemple, la chicane ici de la veine en raison de la présence de 3 vaisseaux. Il n'y a pas de dilatation du vaisseau en amont ou en aval. La veine se déplace bien pour passer outre la présence de ces cellules. Un autre indicateur, c'est le fait que la cellule en question peut être parfois beaucoup plus large que la taille du vaisseau. Il y avait une cellule ici, que je vous souligne sur cette coupe OCT, beaucoup plus large que le vaisseau sur lequel elle est située. L'imagerie en optique adaptative de la même zone ici montre que la cellule fait probablement toute cette longueur, donc plusieurs centaines de microns, sur la veine qui mesure 10 à 20 microns.
Donc ces cellules sont autour des veines et en plus elles jouent des coudes, elles peuvent déformer les veines localement comme on le voit ici, elles peuvent également déformer les axones, elles ont un certain volume, une certaine masse et une certaine rigidité parce que les axones, vous voyez, doivent se déplacer pour laisser passer les cellules. Ce sont véritablement des cellules inflammatoires parce qu'elles entraînent des modifications assez importantes de l'architecture des vaisseaux qui sont complètement anormales. De façon très caractéristique, on a cet aspect-là où le confluent d'une veine secondaire d'une veine principale se fait de façon assez curieuse avec un accolement de la veine avant de l'abouchement de celle-ci, ce qui nous permet rétrospectivement maintenant d'identifier les patients qui ont probablement des migrations paravasculaires de cellules. Une question importante, c'est d'où viennent ces cellules, quelles sont-elles bien sûr. Alors quelles sont-elles pour l'instant, on n'a pas de preuves formelles, on est sur une piste sérieuse pour l'identification de ces cellules, mais pour l'instant on a encore besoin de données complémentaires. Et une des questions, c'est est-ce qu'elles viennent de l'œil ou est-ce qu'elles viennent de l'arrière de l'œil? Est-ce qu'elles ont traversé le nerf optique? Alors, c'est une question qui reste encore incertaine. Vous voyez ici le passage de certaines de ces cellules. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais on devine des points blancs qui circulent à la surface de la tête du nerf optique, sans qu'on puisse affirmer si elles ont traversé le nerf optique. Pour ça, il faudra recourir à d'autres techniques, l'OCT, par exemple, qui permet d'identifier les pores de la lame criblée et ainsi peut-être d'identifier le passage de ces cellules. Et que deviennent ces cellules dans la rétine? Parfois, elles disparaissent tout simplement. Alors, je vais y arriver. Ouais. Voici un exemple dans lequel on peut observer la disparition progressive de plusieurs cellules situées dans cette veine. Voilà, donc cette dernière observation dont je vais vous parler, c'est qu'on a identifié une nouvelle fonction pour les vaisseaux, qui est la distribution de cellules inflammatoires sur leur surface abluminale, donc à l'extérieur du vaisseau. Cette observation, encore une fois, peut permettre de comprendre le mécanisme de maladies cérébrales, en particulier des inflammations cérébrales, comme la sclérose en plaques en particulier. Et bien sûr, on aura besoin, pour aller plus loin, de développer des instruments spécifiques pour étudier la structure du nerf optique. Voilà, et ce sera ma dernière diapositive. Je pense que vous avez eu un voyage sur un siècle et demi d'évolution des technologies du fond d'œil, de l'ophtalmoscope de Helmholtz jusqu'aux technologies les plus avancées d'imagerie à haute résolution. L'évolution des techniques, bien sûr, on ne peut pas toujours deviner ce à quoi sera utile une technologie de haute résolution, mais vous voyez déjà qu'on a déjà quelques éléments tout à fait novateurs à vous proposer. Elle rivalise actuellement en résolution avec la microscopie, ce qui en fait toute la puissance, tout en étant très bien accepté par le patient, donc applicable à des très larges populations. Et je conclurai en disant que vous voyez que la recherche clinique ne doit pas seulement être considérée comme le prolongement de la recherche dite fondamentale, elle peut générer en elle-même des concepts novateurs. Je vous remercie.